Bonjour à tous. Voici comment utiliser le site Internet du GPL Small Body Database Browser. La première chose ici, on a la case qui est rechercher ou search en anglais. Fait qu'on entre ici le numéro de l'astéroïde. Exemple, on va prendre l'astéroïde géocroiseur 2005 YU55. C'est important d'écrire le bon numéro d'astéroïde, laisser l'espace ici, puis marquer les lettres ici en majuscule. Une fois qu'on a inscrit le nom de l'astéroïde, on clique sur Enter, et là, on tombe sur le site qui donne les éléments orbitaux de l'astéroïde. Fait qu'on a exemple ici, l'astéroïde a été numéroté parce qu'il a été observé par plusieurs observations. Quand un astéroïde est numéroté, c'est-à-dire que les éléments orbitaux qu'on retrouve ici sont suffisamment précises pour qu'on ne perde plus l'objet. Puis étant donné que c'est un Near Earth Object ou Near Earth Asteroid, à ce moment-là, cet objet-là passe très proche de la Terre, qui il avait été un peu comme catalogué comme étant un possible astéroïde qui pouvait être un danger pour la Terre. Maintenant, avec le raffinement des éléments orbitaux par les données astrométriques que les astronomes ont envoyées au Minor Planet Center, on connaît suffisamment l'orbite pour être en mesure de dire que l'objet ne sera pas dangereux pour la Terre dans les futures années. Fait qu'on a ici les éléments orbitaux de l'astéroïde qu'on recherche. Fait qu'on a ici l'excentricité, l'information sur le demi-grand axe. Q, c'est la distance au périhélie en unité astronomique, Astronomical United. L'inclinaison de l'orbite, l'argument ici, c'est la longitude du nœud ascendant. Périhélie, c'est l'argument du périhélie, c'est en degrés. On voit ici les unités, les degrés. M, c'est l'anomalie moyenne. TP, c'est le temps de passage de l'astéroïde au périhélie. Normalement, c'est une date où l'astéroïde devrait passer au plus proche du Soleil, au point Q, donc la distance le plus proche du Soleil, au périhélie. Et c'est ici l'information qu'on a là, c'est en jour julien. Souvent, dans les logiciels, on a des petits utilitaires de conversion de date en jour julien qui est ici que je mets en surbrillance ici. La période, c'est le temps que prend l'astéroïde à faire le tour du Soleil sur son orbite. Et on a d'autres informations ici, comme N, c'est le déplacement en degrés par jour de l'astéroïde. Et Q ici, c'est la distance au Soleil par rapport au point central de l'ellipse, si je ne me trompe pas. On a d'autres informations, entre autres ici, un petit peu plus bas, on a les paramètres pour mesurer la magnitude. On a le paramètre H majuscule qui est la magnitude absolue et le paramètre G majuscule qui est la pente de la magnitude. Ça, c'est des éléments de l'orbite pour nous aider à établir la magnitude. On a le diamètre de l'objet en kilomètres ici, fait que 0,4 km, c'est 400 mètres. Et on a la période de rotation. Lui, il fait une rotation sur lui-même en 18 heures. On les utilise ici. L'astéroïde a été découvert le 28 décembre 2005 par l'équipe de Spacewatch à Cape Peak. Ça, c'est des observatoires qui étudient le ciel en permanence avec des systèmes automatiques pour détecter la présence d'astéroïdes géocroiseurs qu'on appelle aussi les Near Earth Asteroids ou les Near Earth Objects, NEO, pour identifier les objets géocroiseurs. Bon, ici, on a toutes les informations sur les éléments orbitaux. Fait qu'on pourrait se servir de ces informations-là pour entrer ça dans les logiciels de la planétarium, comme The Sky, Starry Night, Chelix et d'autres. Maintenant, si on clique le bouton ici, Show Orbit Diagram, ou la même chose ici, Orbit Diagram, on obtient une fenêtre où on peut avoir l'information sur l'orbite de l'astéroïde et le voir en temps réel, à quoi ressemble l'orbite de l'astéroïde. Et en même temps, on peut voir aussi, on peut s'amuser un petit peu avec l'orbite. Ça nous prend le Java, la place Java. De toute façon, si on ne l'a pas sur l'ordinateur, on va avoir une fenêtre qui va nous indiquer comment aller le chercher.
Parce que si on n'a pas cette fenêtre-là, si on n'a pas cette applet-là de Java, on n'est pas capable de faire fonctionner l'outil de diagramme des orbites. Maintenant, ici, on voit l'application du diagramme de l'orbite du site où on a une vue un peu de l'orbite de l'astéroïde 2005 YQ55 par rapport aux planètes environnantes. Ici, on a une date. Ici, si on clique la date, on peut changer la date ici avec, on a une espèce ici de petite animation. Exemple, ici, si je clique sur la date, on a la date du jour qui apparaît ici, le 6 février 2012. Si on veut enlever les labels, on clique simplement ici, on décoche sur le site l'endroit et on voit la date a disparu. On peut faire la même chose avec la distance. Et si on clique sur la distance, on a les informations, distance de la Terre, distance du Soleil qui disparaît. Si on clique sur la case Object Label, mais là, les informations disparaissent. Puis même chose pour des planètes label, on a les noms des planètes qui disparaissent. Ça, c'est simplement pour nous enlever un peu plus d'informations dans la fenêtre pour pouvoir mieux voir ce qui va se passer. On a des boutons ici qui nous permettent de jouer avec l'orbite, un peu comme si on tournait l'orbite, le plan de l'écliptique en fait, c'est le plan de l'orbite terrestre et des autres planètes. On peut tourner ici pour voir l'apparence. On peut également ici se déplacer le long pour faire tourner l'orbite pour mieux voir les informations comme ici. Si je veux voir, on a la Terre ici, puis on a l'orbite de l'astéroïde. Ce qui est en bleu foncé ici, c'est en dessous de l'écliptique. Ce qui est en bleu pâle, c'est au-dessus de l'écliptique. Fait qu'on a de l'information ici qui est donnée un peu en bas dans la fenêtre. On a ici l'information qui nous dit comment interpréter les informations qu'on voit dans l'écran. Bien, entre autres, la ligne blanche brillante, ça indique la portion de l'orbite qui est au-dessus du plan de l'écliptique. Fait que ici, on voit la ligne blanche. Ça, c'est au-dessus de l'écliptique. Puis la ligne grise ici, c'est en dessous de l'écliptique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le plan de l'écliptique, c'est comme un plan. On le voit comme si on était sur une carte, mais en réalité, il faut penser 3 dimensions. Fait qu'on a le plan, l'orbite terrestre, en dessous, puis on a au-dessus aussi. Puis ici, si on regarde un peu en bougeant, on peut voir, là, on est en dessous. Puis là, je suis au-dessus du plan écliptique. Fait que ça, c'est simplement pour interpréter les informations qu'on a dans la fenêtre. Maintenant, on a un zoom ici qui permet d'augmenter l'orbite ici pour mieux voir. Et on a centré par rapport au Soleil. On peut voir ici, si on met exemple la Terre, mais là, on voit la Terre est placée dans le centre de l'écran. Fait qu'on pourra faire ça avec les autres planètes qui sont indiquées là. Exemple, si on met Jupiter, mais ça, c'est Jupiter qui est centré. C'est quand même assez facile d'utilisation. Fait qu'ici, je vais mettre le Soleil. On a centré le Soleil dans le centre de la carte. Et les orbites, mais on a ici, on veut voir toutes les orbites ou on veut voir aucune orbite. Encore là, c'est pour libérer l'écran. Fait qu'on va mettre toutes les orbites. Puis ici, l'incrément qu'on peut changer, mais on peut faire changer le déplacement de l'astéroïde à toutes les heures, à tous les jours, les 3 jours, les 10 jours, les mois, aux 3 mois, aux 6 mois, puis même par année. Fait qu'ici, on va le laisser à 1 heure. Et ces flèches-là, mais ça nous permet d'aller dans le temps. Fait qu'exemple, on est au 6 février 2012. On sait que l'astéroïde, je vais juste grossir un peu moins pour voir un peu le début. L'astéroïde 2005 YU55, qui est un géocroiseur, il est passé au plus près de la Terre le 9 novembre 2011 à 0h TU, ce qui signifie que c'est le 8 novembre 2011 vers 19h, heure normale de l'Est. Fait qu'ici, je vais juste cliquer sur la flèche, puis on va voir la date changer. Fait que vu que je l'ai mis en heure, bien, ça change simplement en heure, ça ne change pas beaucoup. Fait que je vais le changer quand même ici au mois. On va le faire au mois. Fait que chaque fois que je clique sur la petite flèche ici, vous voyez, là, on est rendu le 5 janvier. Si je clique une autre fois, on va être rendu le 5 décembre. Je clique une autre fois, on est rendu le 5 novembre. Là, maintenant, je vais le changer ici en jour, puis on va augmenter jusqu'à atteindre la période du 8 novembre.
Et maintenant, je vais le mettre en heure. C'est l'incrément le plus faible. Et on va essayer d'aller voir quand est-ce que, là, si on regarde un peu le déplacement, on peut le faire ici à haute vitesse, en temps réel. On voit l'astéroïde ici, qu'il se déplace. On va grossir même un peu plus notre écran parce qu'il était collé sur la Terre. On va le centrer. Là, je vais revenir parce qu'on a dépassé la date du 23 octobre. Fait que je vais revenir en arrière. On va revenir au 8 novembre. Je vais juste aller dans l'autre sens. J'ai fait le mauvais sens. Fait qu'on voit les dates qui augmentent ici à toutes les heures. Puis on voit l'astéroïde 2005 YU55 qui va croiser l'orbite de la Terre. Puis lorsque les deux points, on voit ici les distances de la Terre qui diminuent. Fait qu'on, rendu, quand ça va être très proche, on peut y aller ici simplement par un incrément. Là, on est rendu le 7, fait que je vais y aller à un incrément. On va regarder jusqu'où la distance de la Terre va être son plus petit. Fait que 0.71, 68, 65, 62, 59, 55, 52, 49. Fait qu'on voit qu'à chaque fois qu'on diminue, là, on va atteindre le point le plus proche de l'astéroïde. Fait que ici, 21, là, on a commencé à augmenter. Fait que, la distance de la Terre la plus proche, c'est 0.0021 unité astronomique. Presque une unité astronomique de la distance Soleil. Évidemment, il vient proche de la Terre. Donc, la Terre, par définition, une unité astronomique, c'est la distance moyenne de la Terre au Soleil. C'est environ 149,6 millions de kilomètres. Fait qu'on voit ici, notre astéroïde, je vais juste mettre ici, au lieu de mettre le Soleil, je vais mettre la Terre pour centrer. Et je vais grossir le maximum que je peux pour voir l'astéroïde le plus proche. Fait qu'on voit ici, l'astéroïde est quasiment collé sur la Terre. C'est à ce moment-là qu'il a passé à son plus proche. Fait que le 8 novembre 2011, aux environs de 18h30, heure normale de l'Est, c'était à ce moment-là qu'il passait le plus proche de la Terre. Maintenant, on peut aller voir d'autres informations ici, comme les paramètres physiques de l'astéroïde. Mais c'est ce qu'on voyait ici en bas. Fait que le diamètre en kilomètres, la période de rotation, ça, c'est le diamètre physique. Ce qui nous intéresse, nous autres, surtout, c'est les éphémérides. Moi, je voudrais, exemple, si on veut l'observer, on clique sur l'onglet éphéméris, en anglais, et on va obtenir une fenêtre qu'on peut paramétrer selon les besoins pour aller chercher l'information qu'on veut. Fait qu'ici, on a la fenêtre Horizons Web Interface du site du GPL. Fait que ici, dans Observer Types, on a par défaut Observer. On peut tout changer les paramètres en cliquant sur Change vis-à-vis chacun des paramètres ici. Par exemple, Ephemeris Type, si je clique sur Change, je vais ouvrir une fenêtre où ce que je peux paramétrer des choses. Dans ce cas ici, par défaut, il est coché sur Observer Table. Puis on dit qu'il a utilisé cette table pour générer des informations comme l'ascension droite de déclinaison, right ascension puis déclinaison, c'est l'ascension droite de déclinaison en français, pour tous les objets avec en respect de soit la position géocentrique par rapport au géocentrique, c'est la surface de la Terre, ou topocentrique par rapport au centre de la Terre. Fait que, normalement, on le laisse au haut sur Observer Table. Fait qu'on n'a pas à changer Ephemeris Type, on laisse sur Observer par défaut. Si on veut changer des choses, une fois qu'on a coché les cases en question, on clique après ça sur Use Selection Above, mais vu qu'il est déjà dessus, on va simplement cliquer sur Cancel. Maintenant, Target Body, ici, bon, c'est notre astéroïde cible. Dans notre cas, c'est l'astéroïde 2005 YU55 qui est maintenant numéroté numéro 308 ou 635. Fait que lui, il est correct. On n'a pas rien à changer non plus. Maintenant, important ici, c'est la position de l'observateur ou l'Observer Location. Fait qu'ici, je vais mettre les coordonnées de Val-des-Bois. Je vais cliquer sur Change, les coordonnées latitude, longitude puis l'altitude. Il y a différents moyens de rentrer l'information. On peut aller voir ici la liste des observatoires. Si on a, par exemple, un numéro d'observatoire qui est enregistré au Minor Planet Center, comme c'est mon cas. Moi, j'ai l'observatoire 819 Val-des-Bois. Mais
en général, vous allez aller ici, dans la section Specify Observer Coordinates. Fait que si on rentre les coordonnées en degrés, minutes, secondes. Fait que dans mon cas, moi, ma coordonnée en longitude, c'est 75 degrés, 36 minutes, 51 secondes ouest. Fait que pour rentrer ça dans la fenêtre longitude, ici, ce que je fais, c'est que je sélectionne ici, puis je mets simplement 75, espace, 75 degrés, 36 minutes, espace. Ben, je ne mets pas de signe, rien. Et les secondes, c'est 51. Puis c'est important ici d'aller cocher sur ouest ou est. Dans le cas ici, au Canada, on est à l'ouest du méridien 0, qui est situé à Greenwich, en Angleterre. Même chose ici pour les latitudes. Ce que je fais, j'ai la latitude de Val-des-Bois, c'est 45 degrés, fait que je mets 45 ici. 53 minutes et 44 secondes. Et ici, on est au nord de l'équateur. Fait qu'on marque ici au nord. Puis l'altitude, c'est 200 mètres. Attention ici, parce que des fois, ça peut être ici en kilomètres. Fait qu'il faut s'assurer qu'on met euh, les bons unités. Fait que dans un cas d'une altitude, mais en général, c'est en mètres qu'on met ça. Fait que j'ai rentré mes coordonnées ici. Puis ici, Body ID. C'est par rapport au centre du corps qu'on veut avoir l'information. Fait que dans le cas de la Terre, on marque 399. Si c'est la planète Mars, on marquerait 499. Mais dans notre cas, on est sur la Terre, on va marquer 399. Et je clique ici sur Use Specified Coordinates. Fait que je clique sur ça. Et lui, il va me transformer mes coordonnées en ici, sur la fenêtre qui est ici. Ça, on va faire ça une seule fois, puis il garde les informations jusqu'à temps qu'on les change. L'autre paramètre à changer ici, c'est le time span, c'est la période d'observation. Fait qu'on clique encore sur Change ici. Et là, on va voir encore une fenêtre s'ouvrir. Bon, dans ce cas ici, on a ce qu'on appelle des presets. Fait qu'on peut aller à tous les 10 jours, les 30 jours, les 60 jours. Mais vu que c'est un astéroïde géocroiseur, puis on indique ici comment rentrer les dates. Fait que dans mon cas, pour entrer les dates, je vais marquer exemple 2011, novembre. Fait que je vais simplement espace en 1, espace le 09. Puis le time stop, ben, je vais lui mettre une journée complète. Je vais y mettre le 10, le 2011, 11-10. On peut mettre des tirets entre les chiffres pour s'assurer qu'il va bien les prendre. On va mettre l'information step size à toutes les minutes ici. Fait qu'à toutes les minutes, fait qu'on peut choisir les jours, les heures, les minutes ou d'autres informations. Mais moi, dans mon cas, je vais prendre des minutes parce que c'est un astéroïde qui se déplace extrêmement vite. Je pense que c'est 8 minutes d'arc par minute de temps à distance au plus proche. Fait qu'une fois qu'on a rempli nos paramètres, on clique sur Use Specified Times, ici. Fait que lui, il va mettre l'information ici. On vérifie si tout est correct. Fait qu'on, notre date de période d'observation qu'on veut faire, c'est le 9 novembre 2011 au 10 novembre 2011, à toutes les minutes. Le table settings ici, si on clique sur Change, il n'y a pas grand-chose à changer dans ça. Fait qu'on, par défaut, il va prendre les Right Ascension Declination. Mais si on voudrait, exemple, changer azimut et élévation, au lieu d'avoir ça en censure déclinaison, on pourrait cliquer ici sur Apparent, azimut et élévation. Pour ceux qui travaillent avec des montures d'options avec des cercles horaires dessus, fait que vous pourriez cocher Apparent, puis vous auriez vos coordonnées en azimutal. Dans le cas ici, moi je vais travailler en équatorial, fait que je ne change rien, je vais regarder les valeurs par défaut qui sont en ascension droite de déclinaison. Et pour finir, les données, on veut les avoir comment? Par défaut, il va sortir en format HTML. Ben, ici, je peux les vouloir, qui me sort en fichier texte que je pourrais sauvegarder sur mon disque dur. Fait que pour ce faire, on clique encore sur le bouton Change ici. Et lorsque la fenêtre apparaît, ben, on voit que par défaut, il va mettre les résultats à l'écran. Mais si je veux les avoir en texte, je vais simplement cliquer ici sur Download, Save. Puis là, à ce moment-là, lui, il va m'ouvrir un écran, puis il va me demander de sauvegarder quelque part sur mon disque dur. Fait que je vais juste commencer ici par le faire en format HTML, puis après ça, je viendrai changer ce format-là pour avoir le fichier texte. Fait que ça, le fichier texte, c'est important de l'avoir parce que ça peut nous servir à sélectionner nos positions sur notre de déclinaison, puis
les importer dans un logiciel comme The Sky X-Pro ou Prism ou d'autres logiciels puissants pour faire afficher nos positions que le site Internet du GPS va nous donner. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces positions-là tiennent compte des perturbations planétaires, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des logiciels de planétarium. Les logiciels de planétarium donnent les éléments orbitaux sans les perturbations, ce qui peut causer des fois des écarts de plus ou moins quelques minutes, puis parfois moins peut-être quelques degrés. Tout dépend de la précision de l'orbite de la comète ou de l'astéroïde qu'on recherche. Fait que dans ce cas ici, on va regarder la valeur par défaut, HTML. Il était déjà sur ça. Fait que je vais cliquer Cancel. Puis si j'avais choisi Download, mais j'aurais cliqué sur l'autre bouton. Et maintenant, je clique sur le bouton Generate Ephemeris. Fait que lui, il va calculer tout ça pour nous autres et il va nous afficher à l'écran les informations. Fait que voici ce qu'on obtient comme information. Fait qu'on a tous les éléments orbitaux ici concernant l'astéroïde 2005 U55. Fait qu'on a la date ici ici, on a la date qu'on demande des informations. C'est pour les coordonnées de 2000. On a les paramètres de magnitude H majuscule ici, 21.1, et les paramètres G ici. Et on a tous les éléments orbitaux comme, exemple, on a ici c'est A, c'est demi-grand axe. On va avoir le W, c'est oméga. On va avoir aussi l'excentricité. En tout cas, on a toutes les informations qui concernent les éléments orbitaux qu'on pourrait importer dans les logiciels. On a beaucoup d'informations ici qui peuvent nous servir aussi. Et ce qui est important ici, c'est nos dates en minutes. Fait qu'il faut regarder. Fait qu'on a 0 heure. Ça, c'est en temps universel. Fait qu'il fait, tout dépendant du temps de l'année où on est, on retranche soit 4 heures ou 5 heures. Dans le cas ici du mois de novembre, on retranchait 5 heures pour avoir l'heure normale de l'Est. C'est-à-dire qu'on tombait ici, exemple, au 8 novembre à 19 heures, heure normale de l'Est. Fait qu'ici, on a toutes nos dates en TU, ou UT, c'est Universal Time, par rapport à Greenwich. Fait qu'à toutes les minutes, fait 1, 2, 3, 4, 5, on a ici la coordonnée ascension droite, right ascension ici, en coordonnée 2000, et on a ici la déclinaison et la magnitude apparente. Et on a d'autres paramètres ici qui sont indiqués. Et toute l'information sur les paramètres ici qu'on retrouve comme delta, delta, tout ça, c'est tout indiqué ça à la fin du texte complètement. Fait qu'il faut aller voir la fin. Et là, on a toute l'information concernant les paramètres qu'on recherche. Fait que si on veut maintenant utiliser ces informations-là pour retracer l'astéroïde, ce qu'on a besoin de faire, c'est entrer ici, selon la date et l'heure qu'on a, les coordonnées ascension droite, déclinaison, soit dans la manette de notre télescope pour de déplacer, et surtout les télescopes équipés de système GOTO, ou dans les logiciels, on peut importer les éléments orbitaux, ou directement ici l'information, la date, l'heure, la coordonnée ascension droite, déclinaison, comme dans The Sky Pro, et le faire afficher à l'écran virtuel du planétarium pour nous montrer où va passer l'astéroïde selon les dates et les heures indiquées dans le ciel. Maintenant, je vais revenir en arrière ici. On va revoir un peu le paramètre pour avoir un fichier texte. Fait qu'on voit ici, tantôt, par défaut, le format de sortie qui était un format HTML, donc à l'écran. Maintenant, je vais vouloir le changer pour avoir un fichier texte que je vais pouvoir utiliser comme exemple pour importer mes données dans un logiciel comme The Sky. Fait, simplement, je vais aller cocher Download, Save ici. Et je vais cliquer sur Use Selection Above, ici. Et on va refaire à nouveau, on va cliquer sur le bouton Generate Ephemeris, ici. Et là, on va avoir une différence, c'est qu'à l'écran, on va avoir une fenêtre pour nous demander de sauver le résultat. Fait qu'on clique sur Save. On s'en va le déposer quelque part sur le disque dur de l'ordinateur. On peut le renommer comme on veut. Par défaut, lui, il donne un nom comme ici, là, Horizons Results. Ben, je pourrais l'appeler simplement ici, sélectionner la partie Horizons, puis je peux marquer simplement éphéméride, astéroïde, mettons, 2005, YU55. Et je clique Save, ici.
Et maintenant, mon fichier il est sauvegardé. Puis si je veux aller chercher sur mon disque dur, j'ai simplement qu'à double-cliquer dessus. Voilà, j'ai ici mon fichier que j'ai sauvé, éphéméride astéroïde 2005 YU55. Fait que je double-clique dessus. Ça peut m'ouvrir un logiciel de traitement de texte, soit WordPad ou le Notebook. Et on retrouve encore là toutes les informations qu'on avait à l'écran, la même chose, sous forme de fichier texte. On voit ici toute l'information que je recherche, entre autres la date, l'heure, la sanction de droite, déclinaison, magnitude. Et là, à ce moment-là, je peux faire facilement des copier-coller ici. Puis je peux aller sélectionner les données importantes, puis je vais pouvoir les importer dans les logiciels comme The Sky, qu'on verra éventuellement dans un autre didacticiel. Fait que voilà en gros comment utiliser le logiciel du GPL pour rechercher des astéroïdes. Maintenant, on va voir comment aller rentrer les noms des comètes qu'on recherche. C'est le même principe que les astéroïdes, mais par contre, avec les comètes, c'est un petit peu plus compliqué si on ne le rentre pas comme il faut dans la fenêtre Search ici. À la fin du texte, ici, j'ai donné quelques exemples comment entrer les noms des comètes que vous voulez rechercher. Exemple, la comète 21P Giacobini-Zinner. Fait qu'on rentre simplement dans la case Search du site de GPL, on rentre 21P. Fait que ce qu'on fait simplement, c'est qu'on sélectionne 21P ici. Au lieu de sélectionner tout le nom, on rentre juste cela. Fait qu'on fait CTRL-C. Je vais sur le site du GPL. Je fais un CTRL-V ou coller. Et maintenant, je clique Enter et ça va me donner l'information sur la comète que je recherche. On voit ici 21P, Giacobini-Zinner avec tous ces éléments orbitaux apparaît ici en bas dans l'écran. Et on peut encore là cliquer sur l'orbite du diagramme. Ici, si on clique sur ça, on va voir l'orbite de la comète en Java, comme on a fait avec l'astéroïde. Et on va pouvoir aussi générer des éphémérides pour avoir des positions exactes de la comète. On voit ici l'orbite de la comète Giacobini-Zinner par rapport à l'ensemble du plan de l'orbite terrestre. On peut jouer ici encore là avec les paramètres ici de la fenêtre de le diagramme de l'orbite et on a faire toutes sortes d'analyses de l'orbite et on peut jouer aussi avec la date ici et les dates et heures ou journées ici pour voir le déplacement de la comète par rapport à la Terre. Très intéressant. Et si je reviens en arrière ici, je peux cliquer encore là sur les éphémérides pour à savoir les positions centrales de déclinaison puis magnitude de la comète en fonction de la date et l'heure d'observation. Voici, éphéméride ici. J'ai simplement qu'à cliquer dessus pour avoir les coordonnées de la comète. On voit ici que par défaut, il a gardé nos valeurs. Fait qu'il ne faut pas oublier d'aller changer le temps de l'observation ici. Si on veut l'avoir à l'écran ou dans un fichier texte, on change Display Output ici. Et évidemment, si on change de site d'observation, il faut changer les Observer Location. Les autres paramètres, on n'a pas besoin de les changer. Si je clique sur éphéméride ici, lui, il va me calculer. Mais dans mon cas, ici, il va me sortir ça sous forme de fichier texte comme ici. Si je veux changer, je clique sur Change. Et je vais changer le paramètre. Mettons, je vais l'avoir en format HTML. Je vais aller cliquer. Ça, c'est le format par défaut que lui génère. Je clique ici sur Yo, sélectionne Above. Et je vais cliquer à nouveau après ça sur Generate Ephemeris. Et là, je vais l'avoir à l'écran. Ça peut me donner une idée. À l'écran, c'est quoi que je vais avoir comme information. On voit, c'est bien 21P Giacobini-Zinner. Les éléments orbitaux qui sont tous ici, qu'on pourrait rentrer, sélectionner et entrer dans les logiciels de planétarium comme The Sky et Starry Night et tout ça. Et ici, on a les dates et les heures à son endroit de déclinaison et les magnitudes qu'on voit ici dans T magnitudes. Ici, les distances delta, distance de la Terre, tout ça. C'est comme ça qu'on va faire. Je vais vous donner un autre exemple ici. Je vais cliquer, je vais revenir en arrière ici. Dans ma fenêtre Search, je retourne à nouveau à GPL Small Body Database Browser.
Et je vais aller voir un autre exemple de comètes que je pourrais rentrer, comment les rentrer. Fait que vous avez tous les exemples ici, quelques comètes qu'on pourrait rentrer. Exemple, une comète SOHO ici, qui est une comète qui souvent s'écrase sur le Soleil, qui est détectée par la sonde SOHO qui observe le Soleil. Mais si on rentre 257P, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas ici, il faut rentrer 2012 A3. Fait que je vais sélectionner 2012 A3 seulement. CTRL-C, je retourne à mon GPL Small Body. Je vais dans Search, je fais un coller, CTRL-V, et je clique Enter. Et là, lui, il va me donner l'information de ma comète que je recherche en question. Puis là, il faut vérifier pour voir si ça correspond bien. Fait que lui, on voit ici que la numérotation de cette comète-là peut être assez complexe. C'est pour ça que des fois, il faut faire des essais. Dans les exemples que je vous donne, c'est quand même assez complet. J'ai fait pas mal de recherches, c'est pas mal complet. Mais il faut aller faire, faut faire des fois des essais, comme moi, j'avais rentré des informations, ça ne fonctionnait pas. Finalement, c'est comme ça que j'ai découvert qu'en rentrant ici, l'information, comme tantôt, là, je vous ai expliqué, c'est comme ça qu'on pouvait atteindre cet objet-là ici, en rentrant en 2012 A3. Dernier exemple, je retourne ici à ma page d'explication à la fin de, comme ici, C2010 FB87. Ben, si je veux avoir l'information, on sait que la comète s'appelle WISE-Garad, parce qu'il y en a des fois, Garad, ça peut être un découvreur de plusieurs comètes. Fait que le numéro ici est quand même unique. C, c'est pour une comète qu'on ne verra plus, parce que quand on voit un P, ça veut dire périodique. La comète ici, elle va revenir nos visités, tout dépend de sa période de rotation. Mais quand on voit un C, c'est que l'excentricité est quasiment parabolique ou hyperbolique, c'est-à-dire que la comète vient une fois faire le tour du Soleil et on ne la revoit plus après. Fait que je sélectionne ici C 2010 FB87, je devrais tomber sur la comète WISE-Garad. CTRL-C, je vais maintenant à ma fenêtre de mon browser, CTRL-V, et je clique Enter, et je devrais retrouver ma comète WISE-Garad. C'est en plein ça ici. Fait que je sais que c'est la bonne comète, des éléments orbitaux ici. Fait qu'on voit ici l'excentricité, c'est quasiment 1. Lorsqu'on a une excentrique quasiment 1, c'est une parabole ou proche d'une parabole. En général, on ne revoit plus ces comètes-là. Fait que c'est des comètes qui viennent visiter une seule fois. C'est pour ça qu'on a la dénomination C devant. Puis dans le cas de P, mais c'est pour périodique. Fait que voilà comment on utilise le site du GPL Small Body Database Browser. On peut faire d'autres découvertes ici en consultant les informations, entre autres des outils. On a des FAQ, puis on a l'aide ici qu'on peut consulter pour aller voir des informations de cette fenêtre-là, pour en apprendre un peu plus sur comment utiliser le site. Moi, je considère que c'est le meilleur site parce que il y en a d'autres comme le Minor Planet Center, mais lui il est quand même très, très, très complet. Puis j'ai comparé la précision des données que lui génère, c'est semblable à celui du Minor Planet Center, qui est l'organisme mondial qui compile les données astrométriques pour déterminer les orbites précises des comètes et astéroïdes et autres objets errants. Et avec les données orbitales qu'on a dans ça, c'est ces données-là qu'on prend pour utiliser dans les logiciels comme The Sky, Starry Nights, Chelix et autres. Donc, ça va à peine d'utiliser ce site-là. Je vous réfère au texte avec les copies écran pour voir à chaque étape comment remplir les informations. Puis je vous réfère aussi à ce didacticiel animé pour vous aider à comprendre comment utiliser le site pour faire vos observations. Bonne chance!